C'est à cause de la France. Oui, on tue immensement. Mais est-ce qu'on va continuer à accepter? Est-ce qu'on va continuer à regarder? Non. On ne va pas continuer à regarder cela. Il y en a marre. Est-ce qu'on va continuer à regarder qu'on tue au Gabon? Est-ce qu'on va continuer à regarder les Gabonais marcher pieds nus, enlever leurs chaussures et tenir à la main parce qu'il y a l'eau? L'eau de la pluie, inondation mélangée avec des ordures, mélangée avec le caca. Et les Gabonais marchent dans l'eau, mais ils attrapent beaucoup de microbes, des maladies. Au Gabon, chaque jour, il y a des morts. À cause de qui? Ali Bongo. Ali Bongo expédie le Biafra. Et pas mal de Gabonais vivant en Europe, soi-disant, ils ont fait des longues études. Ils parlent les Français, on dirait Général de Gaulle, et ils se mettent à courir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas créer une entreprise. Ils veulent dépendre de Ali. Ils veulent, quand Ali dira, baissez vos pantalons, ils vont baisser leurs pantalons. On va partir sur la vérité. Avant de passer sur autre dossier, avant de passer sur d'autres dossiers, accablants sur la tricherie de Nicolas Sarkozy, le tien va un peu passer sur certaines choses, parce qu'il y en a marre. Oui, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc, c'est parti. Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde. Hongrois de merde a tellement fait du mal en Côte d'Ivoire. Il a envoyé des soldats militaires, des avions de chasse qui ont bombardé le palais du président, élu démocratiquement par le peuple ivoirien. Nicolas Sarkozy a envoyé des soldats qui ont tiré sur le palais, ont tué immensement des hommes de Laurent Gbagbo. Et après, ils ont fait appel aux chiens tueurs de Ouattara pour accéder au palais. Voilà la tricherie de la France. Voilà la tricherie de Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde. Voleur de 50 millions de Kadhafi, que Kadhafi lui avait donné pour l'élection présidentielle. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy s'est hasardé à faire appel à une grande population française dans tous les coins de France. Il faisait des grands meetings. Or, c'était avec l'argent de Kadhafi. Or, c'était avec l'argent de Muammar Kadhafi. Voilà, la vérité doit être dite. Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, il se cache derrière les Juifs pour commettre beaucoup de meurtres. Il se cache derrière les Juifs pour massacrer les Ivoiriens. Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, il se dit champion des assassinats. Il ne sera pas poursuivi parce que c'est le cow-boy, le président français de merde. Il a oublié que l'Élysée n'est qu'un hôtel pour un court séjour et non un long séjour. Il a confondu Nicolas Sarkozy. Il a confondu les marionnettes qui sont en Afrique, les marionnettes de la France. Afrique, il a confondu. Que ces marionnettes peuvent faire 34 ans, 40 ans, 50 ans de pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'en France, Nicolas Sarkozy peut faire 40 ans ou 50 ans? Non. La preuve, il était sorti de l'Élysée. Et qui était rentré?
François Hollande, Hollande qui a causé immensement de tort à la France. Pire, François Hollande, un homme qui ne parle pas beaucoup, mais un homme excessivement dangereux. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Sassou peut consulter son peuple. Sassou a massacré. François Hollande a fermé ses yeux. Et quand le Thiers va se lever pour parler dans Paris, Hollande a regardé, il a dit, celui-là c'est qui? Hollande a envoyé ses loups pour chercher à me capturer devant l'Assemblée nationale avec le coup bien préparé de certains membres des indignés pour qu'on m'attrape. Ils m'ont donné des coups quand on m'a mené à l'hôpital de Paris, à la Cité, dans l'ascenseur. Un soldat, il a mis un policier, des crimes atroces de la France-Afrique. Il m'a dit, toi tu parles trop, tu vas voir. Bon coup au thorax. Bah, la respiration avait coupé et ça redémarré. Il a dit, comment tu as fait? J'ai dit, je suis un guerrier bantou. Il m'a donné un deuxième coup. Quand j'ai eu à dire, allez demander à Hollande qu'est-ce que veut dire guerrier bantou. Ils m'ont fait baver. Ils ont cru qu'ils pouvaient le tuer, mais ils n'ont pas pu. Le guerrier bantou, toujours debout. Il dira toujours la vérité à la France de la mafia de merde, qui tue immensement chez moi aux poules. La France de merde. La France de merde. Alors, ils ont fait que Général Moukoko est derrière les barreaux. Poulain Makaya derrière les barreaux. Avec la complicité de la soi-disant opposition à Paris, mais qui n'est que opposition de merde. Les gens qui aiment les documents dans des salles. La majorité des francs-maçons. Oui, des francs-maçons dans l'opposition. Est-ce que franc-maçon peut combattre franc-maçon? Je ne pense pas. Les grands maîtres de la franc-maçonnerie entre eux, ils s'aiment, oui, car ils ont toujours fait frottage des fesses. Frottage des fesses. Tous des homosexuels, des PD, oui. Ils adorent les frottages de fesses. La vérité doit être dite. La majorité, ce sont des Illuminati. La majorité, ce sont des francs-maçonneries. La vérité doit être dite. Et ils se disent que la Grande Loge de France, c'est là d'où vient l'histoire de la franc-maçonnerie, mais en réalité, c'est grandement faux. Mensonge. Ce n'est que la Grande Loge n'est qu'une cellule des détournements de fonds de toute l'Afrique. Et ils se disent que l'Afrique, il y a tellement de pauvres. L'Afrique est pauvre, mais l'Afrique n'est pas pauvre. C'est grâce à l'Afrique que l'Europe existe. C'est grâce à l'Afrique que les États-Unis existent. C'est grâce à l'Afrique que l'Allemagne existe. Angela Merkel, la petite arrière-nièce d'Hitler, la salope des salopes. Partage de l'Afrique, ça s'est fait où? À Berlin. Est-ce qu'elle peut nous parler de Berlin? Est-ce que Angela Merkel peut nous parler de Berlin? De ce qu'ils ont fait? Sûr. La mafia, elle ne peut pas. Voilà, la vérité doit être dite. Donc, il y en a marre. Ils se sont dit que la conférence de Berlin, ils pourront faire ce qu'ils veulent dans les États de l'Afrique. L'Afrique, c'est à eux. Ils se sont dit que l'Afrique, c'est à eux. Les enfoirés de merde. L'Afrique n'est pas à vous. On va vous le prouver. Nous sommes une génération. On ne baissera pas nos pantalons, ni nos culottes, ni nos shorts. Nous sommes déterminés. Nous sommes des gens. On n'a pas besoin de s'habiller encore en blazer, Weston. J'ai connu cela, je m'en fous. Les crocos, j'ai connu cela, je m'en dégage. Moi, l'Afrique.
l'Afrique doit être libérée. Et ça me fera plaisir. L'Afrique sera libérée, que vous le voulez ou pas. L'Afrique sera libérée, que vous le voulez ou pas. L'Afrique se libérera. Les enfoirés de mer, ils ont cru la conférence de Berlin, ils pourront prendre l'Afrique en otage. Ils pourront prendre les Africains en otage. Les enfoirés de mer, les faux pasteurs qui ont des églisettes dans le monde, ils font le travail de la France pour piller immensément l'Afrique. L'Église catholique, ils font immensément le travail des dictateurs. Marionnette de la France-Afrique et marionnette des restes des Occidentaux de merde. 666. Les mosquées, il y en a pas mal qui sont construites en Afrique pour abrutir les cerveaux des Africains. La vérité doit être dite. La religion est un antibiotique très dangereux pour le peuple africain. Faire endormir les esprits des Africains. En Afrique, vous voyez des Africains marchent, vous les entendez parler, mais en fait, ils sont toujours endormis. Quand ils voient des dictateurs passer, ils applaudissent. Pendant ce temps, ils n'ont rien dans le ventre. L'enfant va à l'école, papa, maman, j'ai faim. Papa, maman regarde l'enfant, il n'a pas d'argent à donner à l'enfant. La vérité doit être dite. Voilà. Hello. If you can give me that cable, what you detect the black, it will go off the mobile. Thank you. What you send? Just even the money, just said that I don't have no response from the money in the office. Okay. So just ask me to Quietly. Excusez-moi, je branche le téléphone parce que ça me signalait que la batterie va couper. Voilà, parce que ça commence à être déchargé. Voilà, c'est ça la technologie, on fait avec. Donc, le tiers dira toujours la vérité. Mais le tiers, vous savez, le tiers, pas mal des francs-maçons en France. Quand ils me regardent, ils savent que celui-là, il a des couilles. Ils savent parce qu'ils savent que celui-là, son oncle, c'était le premier président renversé par Youlou. Fulbert, hein, le premier président Fulbert Youlou renversé par Général de Gaulle plutôt. Donc quand ils me regardent, ils disent, c'est le neveu de Youlou. Et son oncle n'a jamais volé l'argent au Congo. Son oncle, c'est quelqu'un qui ne voulait jamais faire la courbette à la France. Mais son oncle était un ami des États-Unis et des restes des Occidentaux, le courant passait bien. En France aussi, ça passait, mais il se méfiait de Général de Gaulle. Mais c'est Général de Gaulle qui a renversé mon oncle. C'est Général de Gaulle qui a fait à ce que le drapeau vert, jaune, rouge soit toujours là pour exterminer le peuple congolais. Parce que le drapeau vert, jaune, rouge est un drapeau maçonnique. Un instant. You need yes, more. Oh là 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 là. Excusez-moi. Le truc est tombé, excusez-moi. Ah là 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 là. Bon. Donc. Voilà le drapeau du Congo. Vert, jaune, rouge. Hein? Moi, le tien, je l'avais déchiré au direct. J'ai déchiré ce drapeau. Mais je l'ai déchiré pourquoi? Parce que ce drapeau était laissé par les colons. Pour
continuer à envoyer les Congolais à la mort. Le drapeau de merde vert, jaune, rouge. Un drapeau de la grande loge satanique pour envoyer pas mal de Congolais à la mort. Un drapeau de division. Et vous avez des gens qui se disent combattants, qui se disent résistants, qui se disent des gens des salles dans Paris, de la diaspora, qui ont les drapeaux verts, jaune, rouge. Ils sont contents de le mettre. Mais Sassou, quand il voit les Congolais mettre les drapeaux verts, jaune, rouge, Sassou, il rigole. Quand Sassou voit les pana-africanistes mettre le drapeau vert, jaune, rouge, Sassou, il rigole. Mais ça fait immensement mal, les Congolais mettre ces drapeaux-là. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Le Thiers a déchiré cela. Mais ça devait vous faire réfléchir. Mais parce qu'ils veulent rester toujours dans le système de la division. Qu'est-ce qui fait que le Congo-Brazzaville, on ne peut pas sortir de la merde? Parce qu'il y a pas mal de revanchards. Il y a des gens qui réfléchissent comme les années 69. Oui, 69. Ils ont toujours les idées barbares. Les idées toujours barbares. Mais on ne peut pas libérer toute une nation, tout un pays en étant barbare. Comme la France barbare. Regardez la France, ce qu'elle est en train de faire. Elle tue immensement en Afrique pour qu'eux, ils aient une super belle vie. Est-ce que le peuple français a une super belle vie? L'argent qu'on paye de la CAF, l'argent qu'on paye aux familles, mais ce n'est pas l'argent de la France-Afrique détourné. L'argent de la France-Afrique, ça appartient aux dirigeants. Chaque dirigeant qui dirige la France. Et afin qu'ils aient une meilleure belle vie quand ils ne seront plus à l'Élysée. Mais c'est ça. Général de Gaulle avait bien mis son plan. Mais l'argent là, ça ne va pas dans les poches des Français, simple. Les petits Français n'ont pas cet argent. Hein? Vous croyez à Emmanuel Macron? Si Emmanuel Macron dit, le Thiers, quand il parle, le Thiers, c'est pas quelqu'un de bête. Vous croyez que Emmanuel Macron, président de la République, hein, qui ose dire, le Thiers est quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un de bête, vous croyez que c'est quelqu'un qui parle comme ça? Le président Emmanuel Macron, c'est un franc-maçon, hein, c'est un Illuminati. Mais moi, je ne suis pas Illuminati. Hein, s'il parle comme ça, mais il sait. Hein, qui dirige les Illuminati? Qui dirige la franc-maçonnerie? Mais Satan Lucifer. Satan Lucifer leur dit, le Thiers que vous voyez là, c'est un homme de Dieu. Moi, mes enfants, ils savent que moi, je me bats pour libérer l'Afrique. Mes enfants, ils le savent. Et je vais continuer jusqu'au bout. Quoi? Les Africains vont continuer à travailler comme des tarés pour payer rien que les taxes en Europe, payer rien que les taxes aux États-Unis et vivre difficilement en Europe et aux États-Unis pour les biens des autres? Non, 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 non. Mais c'est fini. Nos pays sont immensement riches. On doit repartir chez nous. Hein? Les enfoirés de merde. Enfoirés de merde. Nous allons passer sur autre chose maintenant. Donc, voilà. Toujours sur le dossier de Nicolas Sarkozy, on va repartir. Parce que Nicolas Sarkozy a fait immensement du mal au Gabon. Il a fait immensement du mal en Côte d'Ivoire. Et Nicolas Sarkozy, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Oui, il doit payer. Il doit payer. Il doit payer. En 2007 a-t-elle été en partie au moins financée par le colonel? Quel avis c'est là-dessus que travaillent les juges? Quels sont les éléments qui accréditent cette hypothèse? Voici les indispensables avec Justine Camp. Bonsoir Justine. Pourquoi Nicolas Sarkozy est-il interrogé? Est-il en garde à vue aujourd'hui? En clair, quels sont les éléments
à charge dans ce dossier? Alors, on va les voir dans un instant. D'abord, en effet, cette enquête, elle pose une question, et une seule, une question centrale, c'est celle-ci. Est-ce que Muammar Kadhafi, à l'époque à la tête de la Libye, a donné de l'argent à Nicolas Sarkozy pour financer sa campagne de 2007? On parle de sommes pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. Avant de rappeler l'affaire, je voulais vous faire écouter une déclaration de Muammar Kadhafi quelques mois seulement avant sa mort pour rappeler le contexte. On est à ce moment-là, le 10 mars 2011, en plein temps arabe, et le président français Nicolas Sarkozy a déclaré son soutien aux rebelles, donc contre Muammar Kadhafi. Écoutez ce qu'il va dire à la télévision libyenne. حتى أصبح رئيس جاني هنا بهذا الخيمة هو وزير الداخلية طلب مني الدعم. Alors à l'époque, on apporte assez peu de crédit à ces propos du dictateur qui sera tué 6 mois plus tard, mais depuis, une enquête a été ouverte en 2013. Et voici deux des éléments qui pourraient être à charge, c'est là-dessus que vous me questionnez tout à l'heure. Le premier élément, eh bien, c'est d'abord un carnet qui appartenait à Choukri Ghanem, c'est lui, ministre du pétrole de l'époque de Kadhafi. Dans ce carnet seraient consignées des traces de financement occulte de la Libye vers la France. Lui a disparu dans le Danube en 2012 dans des circonstances suspectes, mais en tout cas le carnet est entre les mains de la justice. Et puis deuxième élément, le témoignage de Ziad Takieddine lui-même, un des protagonistes clés de cette affaire, arrêté en 2011 avec une valise d'argent liquide, c'est lui qui va finir par faire des révélations explosives sur l'affaire. On l'écoute, c'était en 2013. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy, a payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Et Ziad Takieddine, il va finalement être mis en examen le 7 décembre 2016 pour complicité de corruption et détournement d'argent public étranger. Il dit lui-même avoir déposé au ministère de l'Intérieur 3 valises d'argent liquide, notamment auprès de Claude Guéant, qui était directeur de cabinet à l'époque de Nicolas Sarkozy. Justement, Claude Guéant, autre personnage clé de l'affaire, car lui aussi, à l'époque bras droit de Nicolas Sarkozy, a été mis en examen le 7 mars 2015 pour faux et blanchiment de fraude fiscale. Les juges enquêtent entre autres sur un versement en 2008 de 500 000 € sur son compte en provenance de l'étranger. Lui déclare que cet argent provient de la vente de tableaux d'un peintre hollandais. Mais en tout cas, il ne reste plus qu'un personnage, un protagoniste à entendre de cette affaire, c'est Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue donc aujourd'hui. Nicolas Sarkozy qui a toujours réfuté catégoriquement aussi ces accusations, on l'entendra. Oui, mais il peut refuser, il peut que refuser. Merci Justine. Alors avant de vous entendre... Mais il a bien pris l'argent de Kadhafi. Maître, un mot, Gérard Davet, pourquoi est-ce que cette enquête s'accélère aujourd'hui? Y a-t-il une raison précise ou bien c'est le travail des juges? Le travail des juges s'effectue ainsi, c'est-à-dire qu'après, c'est quand même 5 ans d'enquête, hein, et le juge Tournaire, qui est un juge méticuleux, pointilleux, a fait le maximum d'investigations possible, et c'est un dossier très compliqué, aller en Libye est très compliqué, donc il a fait beaucoup d'investigations, recoupé beaucoup de témoignages, obtenu beaucoup d'éléments, mais il se trouve qu'il manquait la dernière pièce, qui est l'audition du principal intéressé, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Donc ça, en gros, on a affaire à la conclusion d'une instruction. Après, le problème, c'est de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Moi, j'ai pas accès à tout le dossier, j'ai eu accès à une époque à une partie du dossier, et ce qu'il apparaissait, c'est que nous étions en présence d'éléments très disparates, de témoignages qui provenaient de gens assez sulfureux, de gens qui étaient intéressés pour obtenir des documents de l'État français et donc qui étaient susceptibles de dire des choses. Il manquait en fait ce que les anglo-saxons appellent le smoking gun, c'est-à-dire la preuve qu'il y a bien eu financement. Et ça, il y a fort à parier qu'on n'obtiendra jamais cette preuve, à moins qu'il y ait des choses dans le dossier, et là les avocats sont présents, et ils peuvent le dire, qui viennent accréditer cette thèse. Parce que les témoignages, vous parliez de Ziad Takieddine tout à l'heure, j'ai son avocat ici à côté de moi, c'est son 17e ou 18e avocat depuis que je connais Ziad Takieddine, c'est quelqu'un qui m'a menti, qui a menti à la terre entière, les yeux dans les yeux, pendant des années, moi il m'a dit au moins 3 ou 4 fois, mais Nicolas Sarkozy n'a rien à voir avec ce dossier, bien sûr, et après il a dit le contraire, donc quelle est sa vérité? Aujourd'hui c'est compliqué, et le dossier regorge de témoignages de ce style. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il ne tient pas la route, je dis juste que prudence. Voilà. Prudence en raison de l'identité des protagonistes. Simplement une question, Sophie Coignard. On parle de 5 millions d'euros, en tout cas Ziad Takieddine parle de 5 millions d'euros versés en liquide à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. Un autre document, mais qui n'a jamais pu être identifié, parle de 50 millions d'euros. On a du mal à imaginer qu'en 2007, alors que l'époque est déjà à une certaine exigence de transparence, on puisse se dire je vais faire financer ma campagne par la Libye, par Kadhafi, sans penser qu'on sera rattrapé par la patrouille. Mais peut-être qu'est-ce que je suis totalement naïf, parce que c'est beaucoup d'argent, 5 millions, 50 millions. Mais vous avez raison. Oui, mais il y a une chose. Il n'y a pas que la France-Afrique. Hein?
il n'y a pas que la Libye, mais il y a la France-Afrique, c'est-à-dire tous les dictateurs en Afrique. Eux tous, quand il y a des élections qui arrivent en France présidentielles, ils envoient des mallettes et des valises d'argent pour des élections. Mais c'est une mafia. Une vraie mafia. Mais qu'est-ce qui a fait aussi que la vie puisse coûter à Kadhafi? Mais à cause de l'affaire des valises et des mallettes qu'il a données à Sarkozy. Mais si Kadhafi n'était pas rentré dans ce cirque de jeu, Kadhafi ne serait pas mort. Il serait toujours là. Mais c'est à cause des histoires des mallettes. La vérité doit être dite. C'est une grande mafia, la France-Afrique. On va repartir à la vidéo de merde. D'ailleurs, La vidéo de merde de Nicolas Sarkozy de merde. Au début, en 2012, quand les premiers éléments apparaissent, tout le monde est assez incrédule sur cette histoire. Ça paraît limite fantaisiste pour les raisons que vous avancez. Et puis, on voit bien que les apparences, quand même, ont l'air... sans avoir évidemment accès au dossier, mais les apparences sont de plus en plus embarrassantes, à l'évidence, pour Nicolas Sarkozy. Mais je veux dire, il y a eu une autre affaire où les apparences étaient embarrassantes, qui est l'affaire Bettencourt, où il a obtenu un non-lieu, donc ça ne peut absolument rien dire. Mais simplement, effectivement, le fait de se dire que l'exigence d'exemplarité est un frein, sincèrement, les années que j'ai passées à enquêter sur le milieu politique et les élites me prouvent que c'est complètement faux. C'est-à-dire que la première fois où un ministre de la Ve République allait en prison, c'était en 1994 et c'était Alain Carignan. Et ça n'a pas empêché beaucoup d'autres affaires de venir sur la place publique. L'affaire Cahuzac, le sentiment d'impunité a perduré. L'affaire Cahuzac a eu lieu 20 ans plus tard. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, il s'agit quand même d'argent et d'argent caché. Et de mensonges publics. Et de mensonges publics. Et finalement, eh bien, l'effet dissuasif est assez faible. Alors, on en vient à ces éléments à charge, comme les énumérait Justine. Et au premier d'entre eux, Élise Arfi, vous défendez Ziad Takieddine, qui a une place importante dans ce dossier, puisqu'il a déclaré, on l'a entendu, avoir versé de l'argent. Gérard Davet disait il y a un instant, il a changé de version 5 fois. Quelle crédibilité peut-on apporter à ce témoignage? Il n'est pas tout à fait exact que Ziad Takieddine a changé de version 5 fois. Alors je ne sais pas, il faudrait reprendre les différentes auditions. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis son avocate depuis 2014. Donc j'espère que vous me donnerez quand même crédit pour cette longévité et pour ma parole. En ce qui me concerne, il a toujours eu des déclarations parfaitement constantes. A-t-il été tout le temps écouté? La réponse est non. Et pourquoi est-ce que soudain sa parole a pris une certaine place? C'est lorsque des journalistes de Mediapart sont allés voir M. Takieddine et lui ont fait remarquer qu'une audition ancienne d'Abdallah Senoussi devant la Cour pénale internationale de 2012 le désignait. Alors on va préciser, Abdallah Senoussi, c'était le chef des services secrets, services spéciaux du colonel Kadhafi, qui était son gendre également. Poursuivez. Et donc, confronté en réalité aux allégations d'Abdallah Senoussi, on a demandé à Ziad Takieddine s'il les confirmait ou non. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'est sortie la fameuse cassette, dont vous avez diffusé un extrait, où il a reconnu 3 déplacements, en tout cas concernant ces remises de fonds, entre Tripoli et Paris, à des dates qui ont pu être confirmées. Pourquoi? Parce que, évidemment, les ministres, les directeurs de cabinet ont des agendas. Il y a des courriers également qui circulent, donc on a pu, et puis il y a le passeport aussi de M. Takieddine évidemment, donc on a pu confirmer, corroborer par des éléments parfaitement objectifs les déplacements allégués. Et pour que les choses soient claires, Ziad Takieddine dit bien que sur ces 5 millions d'euros en liquide, il en aurait donné les 2 tiers à Claude Guéant directement et un tiers à Nicolas Sarkozy directement. Alors, c'est-à-dire que lors d'une des remises, il dit qu'effectivement, M. Sarkozy était là dans les locaux où il remettait les fonds en présence évidemment de M. Guéant. Mais je crois aussi qu'il est important de souligner pourquoi aussi cette enquête est tentaculaire, parce que les juges enquêtent sur plusieurs canaux de financement.
Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu une remise de 5 millions, fin de l'histoire. Il y a plusieurs canaux de financement. De financement libyen. Voilà, il y a plusieurs sur façons. lequel ils enquêtent. Voilà, probablement de sortir les fonds de Libye pour les faire arriver en France et vous doutez bien de les blanchir. Donc ces divergences sur les montants en réalité ne sont pas tellement étonnantes. Maître Bouchet-Zelghozi, pourquoi Ziad Takieddine, dont vous remettez en cause le témoignage concernant votre client Claude Guéant, mentirait-il? Moi, pourquoi Claude Takieddine il ment? Pas parce que je le dis, parce que la justice a déjà eu l'occasion de le dire. Monsieur Takieddine, il a été condamné à plusieurs reprises pour diffamation, pour les mêmes propos, en 2014 par la 17e chambre à Paris. En 2016, à nouveau, pour des propos diffamatoires, avec exactement les mêmes propos, consistant à indiquer qu'il avait vu participer, remis à des remises de financement provenant de la Libye, soi-disant sur la campagne du président Sarkozy. Et puis, il ment encore parce que, moi je vais vous dire sur des informations publiques, les déclarations de M. Takieddine, en tant que témoin, entendues en avril 2012, à la suite de la plainte de Nicolas Sarkozy sur l'affaire Mediapart. Je vous rappelle que dans les propos que vous venez de rapporter, David Pujadas, M. Takieddine vient dire qu'il aurait remis, se serait promené comme ça au-dessus de tout le monde, au ministère de l'Intérieur, pour remettre à 3 fois des remises d'argent par mallette à Claude Guéant et en présence de Nicolas Sarkozy. Je dis, ça c'est entre novembre 2006 et janvier 2007. Mais écoutez, moi je vous dis que ce monsieur nous ment, parce que ce même monsieur qui est entendu en avril 2012 en tant que témoin, il dit sur procès verbal, j'ai vu 2 fois monsieur Nicolas Sarkozy, une fois fin 2002 en présence de monsieur Seguin dans le cadre d'un problème que j'avais suscité une entreprise. Une deuxième fois en novembre 2003 au ministère de l'Intérieur au sujet d'une conversation entre lui et le prince d'Arabie Saoudite. Je cite les propos de monsieur Takieddine. Depuis cette date, donc depuis 2003, je n'ai plus rencontré M. Sarkozy. Ce que dit Maître Arfi, c'est qu'il a soutenu une certaine version, et puis qu'il a changé d'avis à partir du moment où il s'est estimé confondu par le témoignage d'un haut dignitaire libyen et qu'il ne pouvait plus faire autrement que de dire la vérité. Ça vous semble peu plausible? Et donc ça veut dire qu'on bâtit une accusation sur un personnage qui a été condamné à plusieurs reprises par justice, qui ment sciemment sur procès verbal et qui se dit après tout j'ai changé d'avis, donc écoutez-moi, la dernière vérité c'est la dernière parole que je viens de dire. Enfin c'est pas sérieux. Personne ne sait quand. Ça n'est pas sérieux. Personne ne sait s'il ment avant ou s'il ment après. Ah bah là on a une preuve très claire avec le procès verbal. Zéro preuve. Il est entendu en avril 2012, il vous dit qu'il l'a vu pour la dernière fois. Mais peut-être qu'il ment à ce moment-là, monsieur. Oui, et donc pourquoi on doit donner un crédit à des personnages qui vous mentent? Mais Franchement, si c'est sur ça qu'on a une accusation, c'est très. Le témoignage de Takieddine est sujet à caution, comme le personnage l'est. Mais au-delà de ça, il y a ce que j'ai compris, il y a d'autres aspects dans le dossier qui existent. L'histoire de la villa de Mougins, c'est un financement, c'est un canal de financement pour la France d'argent libyen. L'histoire des tableaux dont votre client est le protagoniste, c'est aussi un système de financement. On dit un mot de l'histoire des tableaux? Oui. Parce que Claude Guéant est mis en examen parce qu'il a bénéficié d'une somme qui lui a permis d'acquérir un appartement, une somme de 500 000 € en liquide. Non, pas du tout. Pas en liquide. Par virement bancaire, Par virement tracé, bancaire. signalé, connu. Quand on s'est interrogé, quand les juges se sont interrogés sur la provenance de cette somme, il a dit c'est parce que j'ai vendu des tableaux. Les juges ont beaucoup de doutes et ils pensent, ils se demandent si cet argent ne vient pas, en l'occurrence, de Ziad Takieddine. Il y a un autre intermédiaire aussi, Alexandre Djouri. Ou d'Alexandre Djouri qui est un autre intermédiaire. De Boukcham via Waïb Nasser. Là, c'est pas du tout mon client qui est en cause. C'est un dans autre l'affaire canal des de tableaux. financement. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs canaux de financement ça n'a rien à voir. présumés, Oui, restons dans les prudents, entre Tripoli Voilà. et Paris. Mais qui ne mettent pas en cause directement Nicolas Sarkozy, qui passe toujours par des proches de Nicolas Sarkozy. Je parle de Claude Guéant, il y a aussi Brice Hortefeux dans le dossier, il y a aussi Alexandre Djouri. Voilà, il y a plein de proches qui sont impliqués dans le dossier et qui, eux, ont moins d'arguments à faire valoir que Nicolas Sarkozy, qui, lui, n'a jamais vraiment rencontré de près ou de loin les protagonistes du dossier. Gérard Davet, Sophie Cognard, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, dans l'entourage aussi proche, Claude Guéant était un proche parmi les proches, alors que Nicolas Sarkozy n'était pas encore président et qu'il était encore place Beauvau, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'ait pas été au courant? Moi, je pense que oui, c'est possible, tout est possible, mais après, ce dossier est comme ça. Voilà, ce dossier est Il y a quelque chose de constant sous la Ve République, c'est le fait de savoir sans savoir. Par exemple, François Mitterrand, pour
prendre un maître du mystère vis-à-vis de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passait quand il voulait qu'une opération soit conduite par les services secrets, etc., qui était une opération dont il ne voulait rien savoir? Il disait « faites le nécessaire ». Donc effectivement, des exemples dans lesquels la sommité, le sommet de la pyramide, la personnalité politique qui est soit président, soit qui aspire à l'être, qui est donc quelqu'un qui ne peut pas détenir de secrets honteux, eh bien cette personne, on arrange tout autour d'elle pour qu'elle ne sache pas, il y en a plein. Et effectivement, comme le disait Gérard Davet, c'est là où l'accusation, vraisemblablement, peine à démontrer, parce qu'il est très possible que le système ait été organisé pour que Nicolas Sarkozy ne sache pas. Alors vous allez me dire, c'est jouer sur les mots, mais c'est bien, en général, sur ce genre de choses, que des dossiers peuvent aller jusqu'au bout ou pas. Maître Bouchet-Zelgozi, si Claude Guéant, avait reçu de l'argent liquide, est-il possible de penser que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant? Écoutez, je vais être très clair. Je vous rappelle que Claude Guéant, il était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2007. Dans ce dossier, il a toujours affirmé qu'en tant que directeur de campagne, il n'avait jamais rien vu de près, de loin en tant que directeur de campagne. S'il y en a un qui va quand même passer les sources de financement et qui est censé les contrôler, c'est quand même aussi le directeur de campagne. Il n'avait jamais vu la moindre source d'argent libyen sur le sujet. Vous pensez bien, David Pujadas, que dans un dossier où il y a eu des moyens considérables, ça fait 5 ans d'information judiciaire, on a des juges et des policiers qui sont allés en Malaisie, en Afrique du Sud, dans les pays du Moyen-Orient, en Suisse, on a mobilisé des moyens extrêmement conséquents sur ce dossier. Vous pensez bien que si aujourd'hui il y avait 50 millions, 52 millions, 6 millions, je ne sais combien, d'argent par virement ou en cash, qui serait venu de la Libye pour financer directement ou indirectement la campagne présidentielle de 2007, on en aurait vu des traces, on aurait retrouvé quelque chose. Vous n'avez rien de ça aujourd'hui dans le dossier. C'est 500 000 euros. Les 500 000 euros, ils ont été versés de façon tout à fait transparente en 2008, c'est-à-dire après l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc déjà, je voudrais qu'on comprenne comment cette somme qui est arrivée après l'élection pourrait participer au financement d'une campagne qui a eu lieu 2 ans avant. Bon, la première chose. Deuxièmement, sur les tableaux, il y aurait beaucoup à dire, on n'a pas le temps de le faire ici. Enfin, j'observe que ça fait 5 ans là aussi que Claude Guéant s'est expliqué sur les tableaux et qu'il n'a toujours pas été renvoyé en correctionnel parce qu'évidemment, dans le dossier, on est un petit peu gêné aux entournures au regard des explications qu'elle a apportées. Ça ferait l'objet d'une émission à part entière. J'y développerai pas ici. Mais il y a de quoi parler là-dessus, franchement. Maître Arfi. Non, mais écoutez, moi déjà, je suis un peu gênée qu'on lise à l'antenne des procès-verbaux qui sont protégés par le secret de l'instruction. Ils sont publics, ils ont fait l'objet de lieu d'un propre communiqué de presse. déontologie, voilà. Maintenant, sur les actions en diffamation, on le sait très bien, et encore aujourd'hui, que c'est des actions qui sont instrumentalisées. À l'époque, pourquoi est-ce que Ziad Takieddine est condamné? Parce qu'il ne peut pas prouver ni la vérité de ses propos, et comment le pourrait-il? Puisque comment est-ce qu'il pourrait faire une offre de preuve, produire des documents que même les juges d'instruction par commission rogatoire ne parviennent pas à avoir. Donc c'est bien simple à ce compte-là, effectivement, d'obtenir des condamnations. Ça ne veut absolument pas dire que mon client ment. Et d'un mot, ça n'est pas la vengeance d'un homme blessé, parce qu'il estime avoir été lâché dans un autre dossier, qui est celui de Karachi, qui est très compliqué. Non, c'est pas une vengeance, mais enfin, à un moment donné, on peut aussi se dire que M. Takieddine, quand il rendait des services, les rendait à certaines personnes, et qu'il est normal que ces personnes aussi viennent s'expliquer sur le plan judiciaire. Alors, je vous propose d'entendre des réactions politiques. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui, suite à cette garde à vue qui se prolonge à l'heure qu'il est, propos rassemblés par Marie Benoît. Tout le monde sait que j'ai appartenu à la même famille politique que Nicolas Sarkozy. Et ceux qui suivent la vie politique savent que j'ai parfois eu avec lui des relations difficiles. Elles ont toujours été respectueuses, toujours. Et à chaque fois que j'ai eu des contacts avec lui depuis que j'ai été nommé Premier ministre, elles ont été empreintes d'un sceau de respect mutuel. Et voilà, je peux le dire. Ça veut dire que vous ne doutez pas une seule seconde de son innocence. Ça veut dire que je n'ai aucun commentaire à faire sur la procédure judiciaire, mais que je dis ce que j'ai à dire sur la... Ce qui surprend pour le moins, c'est moi ce que je considère comme de l'acharnement. Et honnêtement, on l'a vu après l'affaire Bettencourt. Je veux dire, 11 ans après, à quoi tout cela rime? Je veux redire dans ces circonstances mon total soutien, ma confiance, mon amitié et ma fidélité à Nicolas Sarkozy. Je suis convaincu qu'il fera triompher la vérité en toute
clarté, en toute transparence. Il est normal que Nicolas Sarkozy s'explique devant des policiers, devant des magistrats. À l'inverse, le régime de garde à vue s'imposait-il? Les témoins, ils se sont parlé depuis longtemps. J'ai pas l'impression qu'il ait voulu quitter immédiatement le bureau des policiers. Et de là à penser qu'il va s'enfuir à l'étranger, je crois que ça serait un peu ridicule de le dire. Si réellement on a la preuve qu'il y a eu ce financement, on est dans un cataclysme démocratique, vraiment. Et ça va nous obliger à repenser tous les modes de protection démocratique, quoi, tous les freins démocratiques qu'on peut mettre. Nicolas Sarkozy va peiner à obtenir des alibis sur le financement par la Libye de sa campagne électorale. Et donc c'est un justiciable désormais comme les autres qui doit répondre devant les magistrats des faits qui lui sont reprochés, et on doit la vérité aux Français. L'activisme démocratique, si c'est avéré, vous répondrez, mais un autre point sur le fond de l'affaire, il y a les accusations de M. Takiedine, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des sources libyennes qui confirment aujourd'hui formellement et qui ont confirmé formellement avoir versé de l'argent, que l'entourage du colonel Kadhafi avait versé de l'argent pour cette campagne de 2007? Élise Arfi. Oui, mais Saïf el-Islam, Abdallah Senussi, dont j'ai parlé il y a un instant. Donc Abdallah Senussi, c'était le chef des services secrets. Voilà. Saïf al-Islam, fils du colonel Kadhafi. Colonel Kadhafi. Bachir Saleh, dans une moindre mesure. Hein, vous savez que la justice a beaucoup de mal à pouvoir l'entendre. Mais enfin, il y a eu ce fameux article du Monde dans lequel il a dit qu'entre Kadhafi et Sarkozy, il croyait plutôt... Il dit avoir entendu le colonel Kadhafi dire « Oui, j'ai financé la campagne de Nicolas Sarkozy ». Il y a les fameux carnets de Choukri Ghanem, qui est décédé aujourd'hui, qui évoque également des remises, un financement en tout cas. Ces éléments dans le dossier, Gérard Davet, ils sont cadrés, considérés comme établis, fiables par les enquêteurs? Mais tout dans ce dossier est mouvant. C'est-à-dire que même le témoignage, hormis le carnet de M. Kadhafi, mais le témoignage de monsieur Bachir Saleh, par exemple, il est variable en fonction de ce que la France est prête ou pas à lui accorder. C'est la France qui l'a extradé vers l'Afrique du Sud, en quelque sorte de manière tout à fait illégale et cachée. Ça s'est établi avec M. Scorsini et autres. Et ensuite, cet homme-là a toujours voulu pouvoir revenir en France. Il a essayé de monnayer ce retour en levant un mandat d'arrêt qui était contre lui. Bref, on sent que tous les gens qui témoignent dans ce dossier, et ils sont nombreux, ont tous un intérêt. Par exemple, il y a beaucoup de personnes hors des dignitaires libyens, il y a beaucoup de personnes qui dans le dossier témoignent en disant oui, moi mon frère a fait, je sais que par mon grand-père, par la sœur, etc., que l'argent était versé à telle banque, etc. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, beaucoup. Et le problème, ils sont tous troubles, intéressés, sujets à caution. C'est ça le vrai problème du juge. Maître El Ghazi, sur ces témoignages? Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit. On est avec, pour l'essentiel, des personnages libyens qui se mettent tous à s'exprimer, alors qu'on le sait, la France notamment a mené une guerre à la Libye. Donc on a des gens qui avaient des postes et des fonctions extrêmement intéressantes, qui se sont tous trouvés destitués après cette opération militaire, et qui évidemment ont une parole qui est déjà sujette à caution à cause de cette opération et à cause de leurs fonctions. Et puis vous avez parlé d'Abdallah Senussi, mais il faut quand même que vos téléspectateurs sachent qui c'est ce monsieur. C'est quand même quelqu'un qui a été jugé par contumace par la justice française, puisque c'était une des personnes qui était à l'origine de l'attentat du DC-10, qui a fait quand même un certain nombre de morts dans le désert du Ténéré. Bon, voilà le genre de Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas de Sassou? Sassou qui donne les mallettes. Parlez de Sassou. Ah, Sassou, le bien-aimé de la France. Pour le moins intéressé à déclaration mouvante et avec surtout aucun élément tangible ou concret. On parle de sommes d'argent phénoménales. Et après des années d'instruction, vous n'avez pas le moindre élément tangible ou concret qui vienne appuyer ces propos. Bon. Cataclysme démocratique ou pas, si c'est avéré, on en parlera dans un instant. On se posera aussi la question de la guerre en Libye. Faut-il établir un lien entre ceci et cela? Merci maître d'avoir été avec nous. A tout de suite. Votre programme avec Made.com. Voilà, toujours publicité de merde. Ah, la vidéo est même finie. Bon, on va passer sur autre chose. Voilà. Donc,
Nous sommes sur le service public. Hello, Legal Nick. Hi, Jenny. I am astonished. We have found a property solicitor who takes Voilà. a fortnight to answer any questions. Là, vous avez 3 éléments très dangereux en France. Vous avez Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, très dangereux en France. Immensement. Où est mon stylo d'abord? J'espère que les petits m'ont pas pris mon stylo. Voilà. Là, nous avons Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, qui se cache derrière les Juifs pour commettre immensement des meurtres. Nous avons Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Maire de Bordeaux, député. Il touche immensement beaucoup d'argent. Et plus ancien Premier ministre, il touche immensement beaucoup d'argent. Vous voyez la belle vie qu'ils ont. Nous avons François Fillon, basque espagnol de merde, qui voulait être président en France, dont sa femme a gagné plus de 1 million d'euros à l'époque quand il était ministre de Nicolas Sarkozy. Sa femme a touché plus d'1 million. Et François Fillon, est-ce qu'il était arrêté? Niet. La justice, elle appartient à ces vautours, ces voleurs. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il est mis en examen. Est-ce qu'il ira en prison? Niet. Il n'ira pas en prison. Il sera dehors. Parce que déjà la CPI n'ont pas la main sur lui. La CPI, est-ce qu'ils ont demandé à entendre Nicolas Sarkozy sur le bombardement en Côte d'Ivoire? Niet. Il a beaucoup de sons sur les morts de la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup de sons sur les morts de la Centrafrique, sur les morts du Congo-Brazzaville et de la RDC. L'Hongrois de merde. Et ici, François Fillon, basque espagnol de merde. Tout cela sont des amis de Sassou Nguesso. 8% qui n'a pas gagné aux élections. Qui a ramené Ali Bongo XPD au Gabon? Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Qui se cache derrière les Juifs? Nous allons entendre ce clown, qu'est-ce qu'il raconte? Ce menteur. Oh là 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 là. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous. Voilà, là il accuse l'homme de Kadhafi que c'est un menteur. Voilà, vous voyez. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. L'Hongrois de merde, un grand voleur. Un grand voleur, l'ami à Sassou. Oui, car lui et Sassou, il y a eu Zouk. Zouk de fesses et fesses. Oui. Peut-il relever le défi? Peut-il devenir le premier président battu à Auckland? Voilà, nous allons suivre le professeur Nicolas Sarkozy, professeur de la mafia à l'Élysée, le grand voleur de plus de 50 millions de dollars, 50 millions de Muammar Kadhafi. Il est allé bombarder chez Kadhafi.
et en même temps voleur de toutes les valises de la France-Afrique données par les saute-moutants XPD, tous les dictateurs africains qui sont que des marionnettes de la France. Car leur patron à l'époque, l'Hongrois de merde. Et l'Hongrois de merde avait cru qu'il pouvait revenir pour gouverner le peuple français. Mais il s'est trompé, éperdument, parce que le peuple français l'ont tabassé plusieurs coups de fouet. Et l'Hongrois de merde, il n'a pas pu. Nous allons écouter l'Hongrois de merde. Peut-il relever le défi? Peut-il devenir le premier président battu à opérer une reconquête? Il a gardé ses atouts, l'énergie, la combativité, il a gardé ses détracteurs, ceux qui n'y voient qu'agitation et goût de la revanche. Qui dit vrai? En librairie, il a déjà gagné. Son livre « Tout pour la France » est un carton. Voilà, « Tout pour la France » est un carton. Le défi. Voici l'émission politique voilà. Avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le mafieux de la France-Afrique. Voilà. Le grand voleur des 50 millions de Mouammar Kadhafi et des valises de la France-Afrique. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Bonsoir à tous, bonsoir Léa. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas Sarkozy, soyez les bienvenus. Voilà, l'Hongrois de merde est là. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de l'émission politique, d'avoir accepté d'essuyer un petit peu les plâtres avec nous ce soir. On est ensemble pendant 2 heures et le programme est très riche. Oui, dans un instant, on vous placera en immersion avec Jeff Wittenberg, je n'en dis pas plus. Vous répondrez ensuite à un élu local qui gère les choses au quotidien sur le thème des migrants. Il s'agit de Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. Vous répondrez à Léa pour un moment de face à face. Ce sera votre regard, votre curiosité, Léa, sur le candidat Nicolas Sarkozy. Vous répondrez aux Français, ils sont 3 autour de Karim Rissouli. Bonsoir à vous et bonsoir à vous Karim. Vous répondrez à François Langlais bien sûr sur vos propositions économiques. Bonsoir François. Je vous interrogerai ensuite sur les grands défis du monde. Et pour conclure, ce sera le temps du verdict. On verra avec Karim Rissouli ce que vous qui nous regardez avez pensé de Nicolas Sarkozy à travers les réseaux sociaux. Vous êtes donc invité à réagir via France Info et à travers le sondage réalisé au fil de l'émission de Harris Interactive. Enfin, nous accueillerons Charline Vanhoenacker.